Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, Bertrand Godinot, le directeur général France d'EasyJet. Avec lui, on va évoquer la décarbonation du secteur aérien, l'écopilotage ou encore les pistes d'innovation technologique, notamment l'hydrogène. Comment donner une seconde vie aux appareils électroménagers? Ce sera le thème de notre débat. On verra comment créer des filières d'économie circulaire dans les régions et puis le fabriquer en France au programme de Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups. On va découvrir ensemble la source française. C'est une plateforme qui déniche les fabricants tricolores. Aviation, économie circulaire, Made in France, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Bertrand Godinot, bienvenue. Bonjour Thomas. Avant de parler de décarbonation, quelques questions quand même liées à l'actualité du secteur. Comment se porte-t-il? On est, j'imagine, encore loin du niveau d'activité d'avant pandémie. Alors effectivement, on a traversé la crise la plus grave de notre histoire. Aujourd'hui, on vient d'annoncer nos résultats et on est quand même heureux d'avoir multiplié quasiment par 5 notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, le nombre de passagers qui ont voyagé, et divisé par 2 nos pertes. Mais effectivement, on est dans une situation qui est quand même particulièrement compliquée. On est assez optimiste par rapport à cet été. Les gens ont encore envie de voyager. Et en France, on est dans une situation d'autant plus favorable qu'on a, au cours de la crise, réussi à maintenir l'ensemble des emplois, l'ensemble des bases en France pour être prêt à redémarrer le moment venu. Ouais. Grâce aux aides, notamment, ça a fait partie de... C'est vrai que c'est intéressant dans une entreprise comme EasyJet de pouvoir comparer à ce qui se passe dans d'autres pays. Alors effectivement, on a travaillé en fait avec les organisations syndicales représentatives et avec l'État pour signer un accord d'activité partielle de longue durée, un accord de performance collective et une petite RCC, une rupture conventionnelle collective, pour laisser partir les gens qui souhaitaient partir. Mais c'est vraiment un effort collectif qui nous a permis de maintenir l'ensemble de ces emplois. Ouais. Est-ce que cette crise, on le dit souvent depuis 2 ans, qu'elle nous a poussé ou permis de revoir un peu nos modèles économiques, de nous poser des questions en tout cas sur nos modèles économiques? Est-ce que c'est particulièrement le cas dans l'aviation? Alors en fait, nous, on s'inscrit vraiment dans une logique de long terme. Oui. Les fondamentaux qu'on avait, qui étaient de desservir l'Europe, de fournir un service avec un très bon rapport qualité-prix, sont restés les mêmes. Les gens ont envie de voyager autant qu'ils avaient envie. Malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire. Et puis surtout, les engagements qu'on avait pris depuis très longtemps sur effectivement la partie environnementale ont continué, avec notamment la compensation de l'ensemble de nos émissions carbone depuis novembre 2019. On a continué cet engagement malgré la crise et les difficultés financières. Ouais. Alors cet engagement, justement, ça passe par quoi? Des problèmes de reforestation? C'est que la compensation, comment ça fonctionne? Alors, en fait, on passe effectivement par des organismes extérieurs qui vont nous aider à travailler sur des projets. Ces projets sont, effectivement, on parle souvent de la reforestation, oui, etc. En fait, il faut voir qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire pour notamment choisir des projets que l'on peut mesurer. Donc, il y a des standards, notamment il y a le VCF, il y a le Gold Standard, qui sont des moyens de mesurer l'impact qu'on peut avoir. Ensuite, sur les projets, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir mesurer l'impact. Et dans ces éléments-là, on a notamment travaillé sur des projets solaires dans le Tamil Nadu en Inde, ou des projets qui permettent d'avoir des fours à haut rendement en Éthiopie. Donc c'est extrêmement varié comme type de projet que l'on peut supporter. Oui, c'est pas seulement la reforestation. Depuis 10 ans, il y a un programme d'éco-pilotage chez EasyJet. D'abord, c'est quoi? Et puis, quels sont les effets de ce programme? Alors, effectivement, depuis 10 ans, on a mis en place ce programme d'éco-pilotage. En fait, c'est assez simple. C'est de réfléchir à comment on peut piloter de façon plus écologique, oui, plus économique. Ça commence par simplement avoir un seul moteur allumé quand vous êtes sur le tarmac que vous attendez avant de décoller. C'est également d'utiliser au maximum finalement la climatisation que vous avez dans l'avion et c'est de l'avoir branché sur le terminal. Et puis aussi dans les techniques d'atterrissage, en fait, quand on fait une approche, de la faire de manière plus écologique pour s'assurer de réduire nos émissions carbone. Ça suppose une formation des pilotes ou pas forcément? Alors, ça suppose effectivement une formation, c'est des procédures qu'on met en place. Et en fait, simplement sur ce genre de choses, on voit que depuis 20 ans, on a réduit de plus de 30% nos émissions carbone grâce à ce genre de technique.
Oui, avec d'autres potentiels, je crois, d'économie. On en avait parlé ici même, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour définir des routes encore plus efficaces. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser, en passe d'utiliser? C'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Alors effectivement, la route que vous prenez joue énormément dans l'impact que l'on peut avoir. Donc effectivement, on traverse énormément, on est dépendant du contrôle aérien, du trafic aérien. Oui. Et nous, on essaie au maximum d'influencer notamment la Commission européenne et le gouvernement pour s'assurer qu'on ait finalement des passages qui soient les plus rapides possibles et qui permettent de réduire ces émissions carbone. Ça passe aussi par un renouvellement de votre flotte d'avions. Alors déjà, question générale, ils ont quelle moyenne d'âge, les avions EasyJet? Alors, on a une des flottes les plus jeunes d'Europe, et ça, c'est un élément important, parce que les avions plus récents sont plus efficaces. On est notamment la première compagnie qui est, en termes de nombre d'avions, ce qu'on appelle NEO, qui sont des avions de nouvelle génération, et qui permettent notamment de réduire la consommation, donc les émissions de carbone, d'environ 15%. Par passager par kilomètre, et puis également de réduire d'environ 50% les nuisances sonores. Et évidemment, c'est un élément important de ce qu'on cherche. Et on a plus d'une centaine d'avions en commande également dans ces nouvelles générations qui vont être livrés dans les années qui viennent. Neo, c'est uniquement Airbus? Il y a Airbus Neo, ou c'est une appellation générale qu'on donne aux avions de nouvelle génération? Alors en fait, Neo, c'est un nom qui est donné par Airbus. On a une flotte 100% Airbus, donc on est heureux de contribuer aussi à l'économie française de cette façon-là. Et c'est en l'occurrence avec des avions de nouvelle génération et surtout des moteurs qui permettent d'être beaucoup plus efficaces d'un point de vue consommation. Ouais, ça permet d'économiser jusqu'à combien de carburant, vous disiez? Alors c'est environ 15%, donc c'est par kilomètre et par passager, donc c'est vraiment significatif en termes d'évolution. Et après on avance effectivement sur des projets autour de finalement des nouvelles générations d'avions. Donc on travaille avec Airbus notamment sur des projets d'avions à hydrogène. Et puis de manière plus générale, on a établi un certain nombre de partenariats avec des sociétés sur l'électrification de l'avion. Voilà, donc c'est vraiment un point important de notre stratégie. Oui, alors effectivement, il faut y venir. L'avion du futur, il ressemblera à quoi, d'après vous? Il sera forcément hybride, il n'aura peut-être pas exactement la même forme, parce que si on passe à l'hydrogène, ça joue sur le carburant et l'endroit où on loge le carburant, c'est ça? Alors, l'avion du futur, surtout... il sera, en fait, la réponse sur du court courrier et sur du long courrier ne sera pas forcément la même, parce que les technologies d'électrification ou d'hydrogène vont être d'abord disponibles sur du court et du moyen courrier. Mais donc nous, on veut vraiment être la figure de proue, le pionnier autour de ces nouvelles technologies. Et fondamentalement, il y aura des différences, mais c'est surtout le fait que l'avion sera beaucoup plus électrifié. En fait, il y aura beaucoup plus de fonctions. Il sera hybride? Il sera effectivement hybride. Et ce qui nous permettra de réduire de manière tout à fait significative les émissions en carbone et la consommation. Ça veut dire que vous disiez on utilise un seul moteur quand on est sur le tarmac, on pourra carrément couper le moteur pour être uniquement en mode électrique, ça fait partie des pistes, ça? C'est encore un tout petit peu tôt pour savoir exactement comment ça fonctionnera d'un point de vue opérationnel, mais l'idée c'est au maximum d'éviter d'utiliser du kérosène pour alimenter de la climatisation et d'autres éléments de l'avion, et évidemment les moteurs qui font la propulsion de l'avion. Mais alors vous disiez, on travaille avec Airbus, ça veut dire quoi? Parce que vous n'êtes pas constructeur, donc quel rôle vous jouez dans la conception finalement de ces avions du futur? Alors en fait, nous on est, toute notre flotte est sur Airbus, donc on a aussi une volonté de partager nos besoins opérationnels, et puis d'essayer de coordonner aussi avec les aéroports, parce que si vous passez avec des avions qui sont plus électriques, qui ont besoin d'hydrogène, on a besoin aussi de travailler avec les aéroports pour assurer justement la mise en service finalement de remplir son avion d'hydrogène et ensuite de pouvoir évidemment voler avec. Un dernier mot qui est important aussi, c'est la place du plastique et de l'utilisation des plastiques à usage unique dans
vos avions. Qu'est-ce que vous avez changé et où vous en êtes de cet objectif? Alors, effectivement, ça fait partie des choses où aujourd'hui, on a recyclé plus de 27 millions d'éléments en plastique dans les avions. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait significatif et on essaie de faire un maximum pour le réduire. Puis, on essaie aussi de réfléchir à tous les éléments sur lesquels on peut avoir un impact. Et par exemple, les uniformes sont faits avec des bouteilles de plastique recyclées. Oui. Donc sur 5 ans, on va utiliser à peu près 2,7 millions de bouteilles pour faire ces uniformes qui ont évidemment un impact écologique très fort. Voilà, c'est vraiment penser à tous les éléments de notre métier, comment on peut avoir un impact qui soit le plus limité possible. Merci beaucoup, merci Bertrand Godino d'être venu nous présenter les engagements, les actions RSE d'EasyJet. On passe à notre débat, la seconde vie de l'électroménager. Et pour ce débat, j'accueille Tiffaine Bonnier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes maire adjointe à Issy-les-Moulineaux en charge du développement durable et de la condition animale. À vos côtés, Donatien Drillon, bonjour, bienvenue à vous aussi. Adjoint à la communication d'Écosystème. Écosystème, je commence avec vous, éco-organisme à but non lucratif. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes une société, effectivement, privée à but non lucratif. Et notre mission, c'est de protéger l'environnement. Et donc, en travaillant surtout sur l'allongement de la durée de vie des appareils électriques, électroniques et sur leur recyclage. Ouais. Et on va évidemment rentrer dans le détail de ce qui se met en place en ce moment et depuis quelques mois, quelques années, et la collaboration avec les communes. L'actualité de Tiffaine Bonnier pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, c'est un budget climat qui vient d'être adopté. En quoi est-ce innovant pour une ville, pour une commune ? Tout à fait. Donc, ça a été adopté en février 2021 et le but, c'était de se calquer sur le budget financier. Et comme on va parler d'euros dans un budget, là, on va parler d'émissions de gaz à effet de serre sur un budget climat, de parler avec les acteurs du territoire, mais également dans les différents secteurs, que ce soit les déchets, les transports, et justement d'émettre des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre maximum par an pour pouvoir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, donc avec... si vous voulez, donc des émissions d'un côté, mais de l'absorption de l'autre pour atteindre cette neutralité. Oui, ça permet d'évaluer et de suivre année après année. Donatien Drillon, vous lancez un nouveau service de collecte d'électroménager à domicile. Ça passe par quoi ? D'abord par un site internet, c'est ça ? Oui, site internet qui s'appelle jedonnemonélectroménager.fr. Comme ça, c'est facile à retenir. Simplement, oui. Et c'est un peu le Doctolib du déchet. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez sur le site, vous déclarez quels appareils gros électroménagers vous avez chez vous encombrants, inutilisés. Vous demandez une plage horaire un jour, vous êtes disponible. Et puis 48 heures après, on vous envoie un message pour vous confirmer qu'on va passer chez vous. Et puis vous allez avoir aussi un coup de téléphone de notre chauffeur. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on vient gratuitement à domicile chercher vos gros appareils. Qu'est-ce qui deviennent les fours, les frigos, les lave-vaisselle après ? Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est en plein dans cette économie circulaire. C'est que l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de ces appareils qui peuvent être réutilisés, réemployés par d'autres. Donc en fait, 35% vont être comme ça ainsi donnés, notamment à Emmaüs. Ouais. Emmaüs soit va les revendre à prix solidaire, soit va les donner à des familles dans le besoin. Et puis les 65% restants, ils vont être pris en charge par la filière pour être dépollués et recyclés. Oui, et donc il y a toute une économie qui est en train de se créer. On va y revenir avec la loi anti-gaspi de 2020. Ce dispositif, il a été testé dans plusieurs municipalités d'Île-de-France, dont Issy-les-Moulineaux. Comment ça marche ? C'est quoi le répondant des habitants de la ville ? Vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, ça fonctionne très bien. Alors déjà, sur les collectes solidaires de manière générale, puisque en 2021, c'est 17 tonnes qui ont été apportées.
Et ensuite, là, sur l'expérimentation, donc depuis 8 mois, on est à environ un peu plus de 220 appareils qui ont été collectés à domicile. Donc, parce qu'il y a un double dispositif. Il y a soit des collectes qui sont avec un point désigné dans la ville où on peut apporter son électroménager, ou alors il y a les collectes à domicile dont on parlait. Tout à fait. Alors les collectes à domicile sont réservées pour les gros appareils type froid ou hors froid, mais frigo, cave à vin. Oui, on ne va pas demander aux gens de déplacer leur frigo et de jusque-là, de la ville. Voilà, jusque-là, il n'y avait pas d'autre alternative. Et justement, en fait, en discutant ensemble et en y réfléchissant, on s'est dit, mais voilà, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'apporter ces appareils. Il faut qu'on leur propose quelque chose. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est aussi des dépôts sauvages qui peuvent s'effectuer. Oui, et là, du coup, on n'a pas de regard sur, alors soit c'est collecté par les municipalités, mais ce qui n'est pas confortable pour les agents, soit parfois c'est désossé en fait sur les trottoirs où on va prendre la pièce qui coûte cher, mais derrière on ne peut rien en faire en réemploi ou réutilisation. Donc ça poursuivait en fait ce double sens. La loi anti-gaspi de 2020, je voudrais qu'on fasse un focus là-dessus dans ce débat de Nathan Drillon. Elle prévoyait la création d'un fonds réparation qui devait démarrer là en janvier 2022. On y est. On est même en février. Il existe ce fonds et il y a un peu de délai. Il y a un petit peu de délai. Il y a un petit peu de retard. En fait, donc c'est vrai que nous, ça fait 18 mois qu'on travaille sur ce fonds. Ce fonds réparation, en fait, c'est une très bonne idée qui est dans cette loi AGEC, puisque l'idée, c'est de favoriser la réparation des appareils électriques et électroniques. Et comment la favoriser ? En créant finalement un réseau labellisé de réparateurs. Parce que ce qui fait peur aujourd'hui, ce qui freine un peu la réparation, c'est le fait de se dire où est-ce que je vais aller ? Est-ce que j'ai un réparateur de confiance à côté de chez moi ? Donc l'idée, c'est effectivement, c'est de créer un réseau de réparateurs labellisés. Et derrière, c'est d'inciter le geste. Le deuxième frein à la réparation, c'est le coût. On hésite toujours, on se dit, voilà, mon appareil, il a déjà 6-7 ans, est-ce que ça vaut le coup de le faire réparer ? Là, l'idée, c'est effectivement de proposer un bonus. On va vous proposer une aide à la réparation. Ça peut être 20, ça peut être 30 euros, ça dépendra de l'appareil. Et en fait, l'idée, c'est donc de réduire la facture au final de la réparation. Donc, le dispositif, globalement, est prêt. On est là en ce moment en discussion avec les pouvoirs publics pour affiner effectivement la mise en place. C'est quoi ? C'est une histoire d'agrément ? C'est une histoire de... Alors c'est une histoire d'agrément, c'est une histoire effectivement effectivement, faut se concerter avec l'ensemble des acteurs. Si vous voulez, c'est vrai que l'idée, c'est que par exemple, je vous parlais d'un réseau labellisé de réparateurs. Ce qui est important, c'est que tous les réparateurs puissent rentrer dans le système. Mais en même temps, si on est trop exigeant, on veut de la qualité. Si on est trop exigeant, on risque... Donc, il faut trouver ces consensus. Et ces consensus sont juste un petit peu plus longs que prévu. Mais on espère bien pouvoir lancer en 2022. D'accord, ça reste l'objectif. Tiffaine Bonnier, c'est un projet à la dimension de ce qu'on appelle le territoire Grand Paris Seine-Ouest. C'est quoi Grand Paris Seine-Ouest ? Ça regroupe combien de communes et qu'est-ce qu'on y fait ? Donc c'est l'établissement public territorial dont la ville d'Issy-les-Moulineaux dépend. Ouais. On est 8 villes. Type Boulogne-Billancourt, Chaville, Marne-la-Coquette. Ça permet à les villes d'avoir délégué certaines compétences, notamment la compétence déchets. Et c'est pour ça que, avec Écosystème, on travaille à l'échelle de l'établissement public territorial. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce fonds réparation, de ce dispositif de manière générale ? Ça permet effectivement de réduire les déchets, puisque, comme on dit vulgairement, un bon déchet est un déchet qui n'existe pas. Sur l'économie circulaire ou même sociale et solidaire, c'est que les déchets des uns vont aussi être les ressources des autres. Donc c'est important en fait d'avoir cette démarche de réparation. Et c'est pas parce qu'un appareil fonctionne mal ou à un instant T ne fonctionne plus qu'il ne peut pas être réparable. Et c'est vraiment important de pouvoir remettre ces appareils dans le circuit pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres ou tout simplement éviter cette partie recyclage qui coûte cher et qui est lourde aussi. Je voudrais qu'on parle des filières illégales. Qu'est-ce que ça représente, notamment dans une ville comme ici, les Moulineaux ?
Alors, Parce que, évidemment, on parle de filières illégales, donc c'est toujours difficile. Est-ce qu'elles sont identifiées, etc. Mais de quel phénomène on parle? Alors, tout ce qui est illégal, voilà, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est difficile d'avoir des chiffres. Nous, ce qu'on constate sur le territoire, c'est que quand il y a les jours des encombrants, donc sans appareil électroménager, mais voilà, on voit des camions qui passent, qui prennent les encombrants, parfois qui vont laisser une partie ou qui vont les désosser. Donc nous, voilà, c'est pour ça qu'on lutte sur vraiment que ce soit les collectes solidaires, mais aussi sur toutes les informations sur les déchetteries mobiles, pour éviter tout cela. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres sur la ville d'Issy-les-Moulineaux, parce que ce n'est pas que lié à la ville. Souvent, les encombrants en fait, vont concerner plusieurs villes en même temps. Donc c'est difficile de savoir. Oui, et puis ceux qui essayent d'anticiper et de passer avant les encombrants, évidemment, ils ne se cantonnent pas à une seule ville. Qu'est-ce que ça représente, Donatien Drillon? Pourquoi il faut mettre en garde contre ces filières illégales? Vous savez, on voit souvent des reportages, malheureusement, avec des déchetteries à ciel, enfin des décharges à ciel ouvert dans les pays d'Afrique, notamment. C'est dû aux filières illégales, malheureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des personnes qui vont récupérer des déchets et puis qui vont les faire partir à l'export, sous couvert parfois de dire qu'ils vont exporter des appareils qui fonctionnent. C'est notamment les appareils informatiques. Et donc ça, c'est un vrai fléau. On estime qu'en France, c'est 450 000 tonnes de déchets qui échappent à la filière. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, pour lutter contre ces filières illégales, c'est d'aller chercher les appareils à la source. Il n'y a que ça. Vous parliez tout à l'heure des problématiques du dépôt sauvage, des problèmes sur les trottoirs. C'est vrai qu'un frigo, par exemple, qui est déposé sur le trottoir, vous avez des personnes qui vont récupérer les compresseurs et puis tous les gaz frigorigènes qui sont dedans. Mais c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'un frigo, ça se dépollue d'une certaine façon. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un frigo, oui, ça se dépollue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rejoigne la filière légale, donc soit via je donne mon électroménager.fr, soit via les collectes solidaires de quartier, soit via effectivement les gestes d'apport qui sont aujourd'hui qui fonctionnent bien en France, la déchetterie, bien sûr. On vient collecter, nous, les appareils en déchetterie. Et puis, quand on achète un appareil neuf, il faut essayer d'utiliser la reprise à la livraison. Votre distributeur vous doit de reprendre gratuitement votre appareil, donc ça, il faut l'utiliser. Votre filière, elle est présente aujourd'hui avec Écosystème partout en France? Partout, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on parle notamment des décharges sauvages. Alors ça touche plus les communes rurales, mais l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, parle de 36 000 décharges sauvages en France. Donc c'est quand même un phénomène majeur. Alors, c'est pas forcément d'énormes décharges. Parfois, c'est des petits endroits en lisière de forêt où on va trouver effectivement des encombrants, parfois un petit frigo, des choses comme ça. Vous luttez contre ça aussi? Quelle place vous prenez dans ce combat-là? Nous, c'est effectivement c'est beaucoup de discussions avec les pouvoirs publics, beaucoup également de dossiers qu'on partage avec des municipalités pour parce que souvent dans les petites communes, vous savez, ça repose sur quoi? Ça repose sur la bonne volonté du maire. Quand c'est une commune de moins de 1500 habitants, il n'a pas les moyens, il n'a pas une équipe, donc c'est souvent le maire ou son adjoint qui va lui-même chercher ce qui a été mis dans la décharge. Voilà, donc en fait, nous, on aide beaucoup pour toutes les démarches en fait, qui vont être des démarches où on porte plainte. On essaie effectivement, comme ça, de freiner. Voilà, on fait aussi, il y a beaucoup de choses qu'on fait, c'est qu'on aide, on soutient beaucoup tout ce qui va être la sécurisation des déchetteries notamment, parce qu'il y a beaucoup de pillage aussi. Donc ça fait partie des actions en collaboration avec donc les collectivités locales. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter cette filière qui est en train de s'organiser, l'économie circulaire sur l'électroménager. On passe à Smart Ideas, le fabriqué en France. Bonjour
Bonjour Tiffaine Chouillet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec Benjamin Lasserre, la cofondatrice de la Source Française, projet développé par le studio La Racine. C'est quoi le studio La Racine ? Le studio La Racine, c'est un studio qui accompagne les fabricants français et les jeunes marques éco-innovantes dans la stratégie de design global. Donc on travaille notamment sur tout ce qui est matériaux traditionnels et on accompagne sur tout le pan design, design industriel et stratégie de marque. Et donc vous avez décidé de créer cette plateforme, la Source Française. C'est quoi les services ? Qu'est-ce qu'on trouve sur la plateforme La Source Française ? Alors, la Source Française, c'est un projet qu'on a développé il y a 2 ans, qui a vraiment la même mission en fait que celle du studio, qui est d'accompagner, d'encourager et de pérenniser les savoir-faire en France. Donc, on a développé ce projet-là justement avec la volonté de mettre en relation tous les porteurs de projets, les entreprises, les entrepreneurs qui cherchaient un fabricant français à trouver immédiatement le bon fabricant qui allait répondre à leurs besoins. Donc, on trouve des fabricants français. Combien il y en a de référencés ? Dans combien de secteurs d'activité ? Alors, on a vraiment volonté à être une plateforme professionnelle et multisecteur. Donc, sur notre plateforme, on va trouver un très grand nombre de secteurs d'activité. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais un très grand nombre de secteurs d'activité. Par exemple, ça va de... Alors, ça va de tout ce qui va être menuiserie, ça va être tout ce qui est lié à la fabrication. Ça peut être tout ce qui est imprimerie, tout ce qui va être la mode, la décoration, la puriculture. Ouais, donc c'est vraiment vaste. Exactement. On ne va pas aller vers l'alimentaire et on ne va pas aller vers la chimie et tout ce qui est trop technologique. Mais alors moi, ce qui m'a surpris, c'est finalement la difficulté de certains fabricants français à se faire connaître. Pourquoi ils ont du mal à se faire connaître alors qu'il y a une demande qui est très importante et comment vous y remédiez ? Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour, en effet, il y a une demande qui revient. C'est pas forcément dans la nature non plus des fabricants de faire de la communication à outrance ou du marketing. Nous, notre volonté, c'est vraiment de les mettre en lumière, mais surtout de mettre en lumière leur savoir-faire, ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense qu'il y a eu aussi un temps où l'industrie n'a pas été la priorité en France. Et donc, toute la communication autour de ces acteurs n'a pas été jusqu'au bout. Mais votre accompagnement de ces fabricants français, il prend quelle forme ? Donc nous, on est avant tout un bureau d'études. La Racine, c'est un bureau d'études. Donc on a développé cette solution, la Source Française, déjà pour tout d'abord mettre en relation les demandeurs et les fabricants. Mais à côté de ça, on va accompagner en fait le porteur de projet dans toute sa démarche pour réussir sa fabrication française. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir avec lui tous les éléments de son projet. On va bien sûr le mettre en relation avec les bonnes personnes, mais on va aussi l'accompagner dans la réflexion sur son produit, sur ses plans, sur son design, pour que son projet puisse vraiment aboutir en France. Notre but étant que le maximum de projets aboutissent en fabrication française. Il y a vraiment un mouvement de relocalisation ? Vous le voyez, vous, à l'œuvre en ce moment ? Alors, on le voit, en effet. Oui. À notre niveau, on le voit beaucoup. Il y a un mouvement, d'une part, de relocalisation, c'est-à-dire d'entreprises qui vont vraiment rechercher des centres de fabrication en France, créer de nouveaux centres de fabrication, mais aussi simplement des entreprises qui fabriquent des gammes de produits à l'étranger, qui se posent aujourd'hui la question de la fabrication française et qui viennent vers nous pour simplement faire des demandes, des études de faisabilité. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire cette gamme de produits qu'on fabrique habituellement en Asie, en France ? C'est quoi votre modèle économique avec cette plateforme, avec la Source Française ? Donc, sur la Source Française, la mise en relation est gratuite. Donc, les fabricants, ils sont gratuitement et les porteurs de projets, ils peuvent chercher gratuitement aussi le bon fabricant. On va, nous... Alors, comment vous gagnez de l'argent ? Voilà, on va avoir tout un panel de services annexes, justement dans l'accompagnement des projets ou dans plus de visibilité, par exemple, pour les fabricants. Et tous ces petits services annexes sont payants. D'accord. Et je reviens juste en 20 secondes, vraiment, pour les fabricants français, plus de visibilité, ça veut dire quoi ? Vous leur créez une page Internet, vous les mettez en valeur sur la plateforme ? Exactement. Donc aujourd'hui, on a une première version de notre plateforme qui n'est pas encore la définitive, mais chaque fabricant a une page qui lui est réservée et qui détaille vraiment ses savoir-faire en profondeur, parce qu'on a avec chacun fait un petit audit de savoir-faire. Et sur la Source Française, demain, on pourra directement filtrer en ligne, mettre en ligne ses besoins et avoir directement en ligne le fabricant qui correspond à ses besoins. Merci beaucoup, merci Tiffaine Chouillet. Bon vent à la Source Française. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.